En 1971, un petit territoire de sable et de chaleur obtient son indépendance de la Grande-Bretagne. Population, 100 000 personnes. Superficie, plus petite que la Corse. Ressources, du gaz, du sable, rien d'autre. Aucun observateur sérieux ne misait un centime sur ce pays. Aujourd'hui, en 2026, ce même pays est assis à toutes les tables du monde. Il a stoppé une guerre entre Israël et le Hamas. Il a négocié la libération d'otages américains détenus par les talibans. Il héberge simultanément la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient et les bureaux politiques du Hamas. Il possède le club de football le plus célèbre d'Europe. Et son fonds souverain contrôle des actifs dans 40 pays sur 6 continents. Ce pays s'appelle le Qatar. Et son histoire est peut-être la leçon de géostratégie la plus importante du XXIe siècle. Pour comprendre comment le Qatar a construit sa puissance, il faut commencer par sa vulnérabilité. Le Qatar est entouré de géants. L'Arabie Saoudite au nord, l'Iran de l'autre côté du Golfe. Deux puissances régionales rivales, deux voisins qui pourraient avaler ce petit État en quelques heures si l'envie leur prenait. En 1995, le jeune Hamad bin Khalifa Al Thani renverse son propre père dans un coup d'État sans violence. Il a 45 ans. Il a une vision. Et il comprend une chose fondamentale. Un petit État ne survit pas en se cachant. Il survit en devenant indispensable. La première décision stratégique est le gaz. Le Qatar partage avec l'Iran le plus grand gisement de gaz naturel du monde. Les revenus explosent. Mais Hamad fait quelque chose que ses voisins ne font pas. Il ne dépense pas tout. Il investit. En 1996, il crée Al Jazeera, une chaîne d'information en arabe financée par l'État qui couvre ce que les médias d'État arabes ne montrent jamais. Les guerres, les corruptions, les révolutions. Al Jazeera devient la voix du monde arabe et le Qatar, son propriétaire, devient incontournable. La deuxième décision est la diplomatie de la présence partout. Le Qatar décide d'héberger tout le monde, même les ennemis. La base aérienne d'Al Udeid accueille 10 000 soldats américains, la plus grande base US au Moyen-Orient. Mais Doha héberge aussi les bureaux politiques du Hamas, du Taliban, des frères musulmans. Washington proteste. Le Qatar sourit et continue. Le raisonnement est simple et brillant. Si vous parlez à tout le monde a besoin de vous. Si vous êtes le seul canal de communication entre des ennemis, vous devenez irremplaçable. Le Qatar n'a pas d'armée capable d'imposer sa volonté. Il a quelque chose de plus puissant. Il est le seul endroit où tout le monde accepte de se parler. La troisième décision est le soft power culturel et sportif. En 2003, le Qatar crée la Qatar Investment Authority, son fonds souverain. Il commence à racheter des actifs dans le monde entier. Le PSG en France, Harrods à Londres, des hôtels, des immeubles, des participations dans Volkswagen, Barclays, Total. Puis vient 2010. Le Qatar remporte l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Le monde entier crie au scandale. Corruption, droits des travailleurs, chaleur insupportable. Le Qatar encaisse les critiques, construit les stades, organise le tournoi. Et pendant un mois entier, 5 milliards de personnes regardent le Qatar à la télévision. Mais la démonstration de force ultime vient en 2023 et 2024. Quand la guerre éclate à Gaza, qui devient le médiateur? Le Qatar. Quand les otages américains sont détenus au Moyen-Orient, qui les négocie? Le Qatar. Quand les talibans veulent parler à l'Occident, qui organise les réunions? Le Qatar. Un pays de 3 millions d'habitants dicte les termes de négociation qui impliquent les États-Unis, Israël, le Hamas, l'Iran, l'Égypte. Comment est-ce possible? Parce que le Qatar a compris une règle fondamentale de la géopolitique moderne. Dans un monde fragmenté, la neutralité active vaut plus que la puissance militaire. Être l'arbitre est plus puissant qu'être le combattant. Récapitulons la stratégie qatari en 5 piliers. 1. Transformer la ressource naturelle en capital financier avant qu'elle perde de la valeur. 2. Investir ce capital dans des actifs globaux qui génèrent influence et revenus. 3. Créer un média crédible qui pose le Qatar comme voix d'une communauté. 4. Héberger tous les camps sans choisir de camp. 5. Construire une marque internationale via le sport et la culture.
Et maintenant, la question que Rise Africa Roots pose toujours. Qu'est-ce que l'Afrique peut apprendre de ça? Douai, le Rwanda tente la stratégie qatari à sa manière. Kigali héberge des sommets internationaux, attire des entreprises, se positionne comme hub de l'Afrique de l'Est. Paul Kagame joue la carte de la stabilité dans une région instable, exactement ce que le Qatar fait au Moyen-Orient. Le Maroc fait pareil avec sa diplomatie africaine et ses liaisons aériennes. L'Éthiopie avec son hub aérien Ethiopian Airlines. Mais voici ce qui manque. Aucun pays africain n'a encore créé son Al Jazeera. Aucun n'a son fonds souverain qui investit massivement à l'étranger. Aucun n'est encore devenu le passage obligé entre deux puissances ennemies. Le Qatar a 30 ans de gaz restant. Il le sait. C'est pourquoi il a tout construit avant que le robinet se ferme. L'Afrique a du cobalt, du lithium, du coltan, du pétrole, des terres agricoles, de l'eau douce. Ces ressources ont une valeur pour encore 50, 100 ans. La question n'est pas « est-ce que l'Afrique a les ressources pour faire ce que le Qatar a fait ?» La réponse est oui, et bien davantage. La question est « est-ce qu'il y a des dirigeants africains avec une vision de 30 ans, pas de 5 ans ?» Le Qatar est la preuve que la taille ne détermine pas la puissance, que la vision détermine la puissance. Un désert de 11 000 km est assis à toutes les tables du monde. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres. Elle contient 1,5 milliard d'humains. Elle détient 60% des terres arables non cultivées de la planète. A les matières premières du monde de demain. La table du monde attend ses représentants.